La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, que pouvons-nous dire sur les trous noirs? On raconte toutes sortes de choses à propos des trous noirs. On dit qu'autour d'eux, l'espace est si recourbé que la lumière ne peut s'échapper de leurs contours, ce qui leur donne des allures de bien sombres tombeaux. On dit aussi qu'ils sont des ogres qui dévorent tout ce qui circule dans leur parage. On assure qu'il y en a un très gros au centre de notre galaxie et qu'il y en a d'innombrables autres dans l'univers. On explique que lorsqu'on entre dans un trou noir, le temps se transforme en espace et l'espace se transforme en temps, ce qui doit créer une drôle d'ambiance. On raconte également que, contrairement à ce qu'indique leur appellation, les trous noirs sont vraisemblablement des phares, à leur façon, au sens où ils rayonnent eux aussi de la lumière. Du moins est-ce ce que suggèrent les calculs quand on injecte un peu de physique quantique dans la façon de les décrire. Mais est-il possible de préciser le sens de toutes ces phrases bizarres que je viens de dire? C'est le but que nous voulons donner à notre conversation scientifique d'aujourd'hui. Rendre les choses plus claires, expliquer ce qu'on sait et ce qui demeure mystérieux à propos des trous noirs. Pour ce faire, nous devrons passer outre un avertissement pourtant fort sage d'Antonin Artaud qui disait « Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leurs pensées sont des cochons. » De toute façon, et après tout, il n'y a pas de honte à être un cochon. Je suis prêt à parier que notre invité d'aujourd'hui sera d'accord avec moi sur ce point, ce qui nous amènera sans doute à parler d'autre chose que des trous noirs. Bonjour Aurélien Barraud. Bonjour Étienne. Vous êtes physicien, professeur à l'université Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS. Vous avez publié il y a un an un livre intitulé Au cœur des trous noirs et vous publiez ces jours-ci Trous noirs et étoiles en rebond chez Bayard. J'ai cité Artaud à l'instant, l'archange foudroyé. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Vous savez dire pourquoi ? Artaud, c'est un peu plus que l'image archétypale du poète maudit. C'est vraiment quelqu'un qui, comme Bataille, je trouve Georges Bataille, a su défier la langue, en faire la loque de la pensée en quelque sorte, et redonner ses lettres de noblesse à cet état de déchéance. Et c'est peut-être un peu d'ailleurs ce qu'il fait par cette image du cochon, prendre une image qui est métaphoriquement négative, et finalement la retourner contre elle-même, et en faire peut-être au contraire l'impulse d'une nouvelle dignité. Et quel est votre rapport général à la poésie ? Est-ce que le fait d'être physicien théoricien comme vous modifie ce rapport, le rend un peu spécial ? Non, je crois que ça le modifie comme chacune des densités ou des intensités qui nous innervent, pas plus la physique qu'une autre. Pour moi, la poésie, c'est essentiel parce que c'est la précision. Je crois que la bonne définition de la poésie, ce n'est pas du tout la métaphore, ce n'est pas la licence, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'esthétique. La poésie, c'est la précision extrême. Je crois qu'un texte est poétique à partir du moment où changer une seule virgule de place l'effondrera intégralement. Et en ce sens, oui, nous avons besoin de poésie, je crois. Mais il peut être précis, ce discours poétique, et en même temps avoir plusieurs interprétations. Oui, parce que... Et la physique aussi, d'ailleurs. Exactement. Mais moi, je crois que toutes les pensées sont dans une certaine mesure ouvertes, et on fait parfois le reproche à ceux qui le soulignent de manquer de rigueur. Je crois que c'est exactement l'inverse. Ou d'être des relativistes. Ou d'être, alors là, c'est l'insulte suprême. Mais tout dépend, une fois de plus, du sens qu'on donne à relativiste. S'il s'agit de dire que tout se vaut, là, naturellement, c'est un nihilisme, et il faut le condamner. Mais s'il s'agit de dire que nos valeurs, que nos désirs, que nos attentes et que nos méthodes sont relatifs à un contexte, à une histoire, à une culture, là, bien sûr, je crois qu'en ce sens, il faut être relativiste. Aurélien Barraud, j'ai parlé des livres que vous avez écrits sur les trous noirs, mais vous avez également publié chez Duno un livre intitulé De la vérité dans les sciences, où vous posez cette question du relativisme à votre façon. Oui, je le cite en passant, même si on va parler surtout des trous noirs. Oui, je crois que le relativisme est trop décrié. Vraisemblablement, j'aurais dû choisir un autre titre. Ce mot, maintenant, est très péjorativement connoté. J'aurais dû parler peut-être de pluriréalisme. Ce que je veux dire, c'est que le réel est infiniment complexe et diversifié, et que c'est toujours une faute et même une incohérence intellectuelle de vouloir l'effondrer dans un seul rapport à lui. Et c'est en ce sens que j'appelle aujourd'hui une sorte de diversité d'approche, et au sein même de la science d'ailleurs, je crois qu'il y a presque toujours une diversité de manières de faire fonctionner les mêmes objets. Pour autant, naturellement, ça ne signifie pas que la théorie de l'évolution et le créationnisme se valent. Je ne le crois pas un seul instant. Merci pour cette précision qui va, je pense, rassurer quelques auditeurs. On va parler des trous noirs. Alors, Stephen Hawking, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, dit que les trous noirs sont chauves, en reprenant d'ailleurs la phrase d'un autre physicien, je crois.
quand de la matière tombe dans un trou noir ou quand de l'antimatière y tombe, on ne peut plus remonter de l'extérieur à son contenu. Donc les trous noirs sont chauves au sens où de l'extérieur leurs propriétés sont... À la différence des physiciens qui les étudient, n'est-ce pas? Comme vous qui avez les cheveux très longs, ce qui suffit à prouver que vous n'êtes pas un trou noir. Voilà. Vous rayonnez. Alors oui, c'est vrai que la remarque de Hawking est très profonde, parce que finalement, je crois que la formation d'un trou noir est vraisemblablement le seul processus physique connu qui n'admet pas de processus inverse. Si une bombe éclatait dans ce studio, ce serait un peu triste pour nous, mais en principe, on pourrait reformer l'état initial en remontant le cours du temps et à partir des petits fragments disséminés des objets présents dans la pièce, retrouver quelle était la forme initiale des objets. Mais la formation d'un trou noir, l'implosion d'une étoile en trou noir, qui est aujourd'hui un processus, n'est-ce pas, presque banal, puisqu'on sait qu'il est à l'œuvre assez fréquemment dans les galaxies, semble ne pas pouvoir être inversé. On ne peut pas remonter le cours du temps parce que le trou noir est amnésique. Il perd en quelque sorte la mémoire de ce qui lui a donné naissance. Et ça, effectivement, c'est un très grand paradoxe parce que ça s'inscrit en faux par rapport à d'autres dogmes et à certains théorèmes en particulier de physique quantique. Alors ça, bien sûr, la conservation de l'information. Voilà. Et ça, c'est un peu réjouissant finalement pour le chercheur parce que ça veut dire que là, on a une tension, on a une sorte d'inadéquation entre deux théories qui sont très bien établies. D'une part, la science d'Einstein qui explique finalement en détail les trous noirs et leur formation, et d'autre part, la science de Schrödinger, Bohr, Heisenberg, Dirac, De Broglie et quelques autres qui expliquent que l'information ne peut pas être perdue. Et donc, bien sûr, ce sont les indices, les jalons, à partir desquels nous tentons d'élaborer de meilleures théories, mais la tâche est incroyablement difficile. Alors, comment est-ce que vous définiriez un trou noir de façon simple ? Je crois que de façon simple, c'est une zone de l'espace dans laquelle il est possible d'entrer, mais de laquelle il est impossible de ressortir. Finalement, ce sont des petits îlots comme ça, des zones de non-droit, pourrait-on dire, dans l'univers, au sens où ceux qui y rentrent doivent perdre l'espoir de pouvoir rejoindre l'univers environnant. En tout cas, c'est ce que disent les équations d'Einstein de la relativité générale, qui décrivent la gravitation à la façon d'Einstein. Comment est-ce que vous expliquez qu'Einstein a eu la plus grande aversion pour les trous noirs ? Ah oui, mais c'est intéressant. En 1939, je vais le citer, il a publié un article dans une revue américaine dans laquelle il prend l'exemple artificiel d'un trou noir statique qui avait le défaut de conduire à un dépassement de la vitesse de la lumière pour les particules situées à l'extérieur. Et il conclut cet article en disant que de tels objets ne peuvent pas exister dans la réalité physique. Oui, moi je trouve que c'est une belle leçon d'humilité, parce que personne ne peut douter du génie absolu d'Einstein, et pourtant, pour les trous noirs et pour l'expansion de l'univers, mais c'est une autre histoire, on sait qu'il a eu des réticences. Donc même les génies les plus grands déconstructeurs et les plus grands inventeurs restent prisonniers de leurs préjugés. Je crois qu'il faut en tirer les leçons, et il est vrai que tout autant pour la cosmologie que pour la physique des trous noirs, l'abbé Lemaître a été visionnaire et a compris en réalité que la pathologie apparente des trous noirs, qui n'est pas celle à laquelle il est fait ici référence, mais qui a été souvent mentionnée, à savoir que leur surface, ce qu'on appelle leur horizon, semblait être singulier, c'est-à-dire conduire à des divergences mathématiques, était en réalité une pathologie apparente. Et ça, effectivement, l'abbé Lemaître l'a compris assez vite, et les autres physiciens l'ont compris plusieurs décennies plus tard. Donc c'est vrai que il y a eu cette époque assez intéressante, philosophiquement d'ailleurs intéressante, où on s'est dit, les trous noirs pourraient exister, il conduirait à des apories, à des contradictions, mais probablement il n'existe pas dans le vrai monde, donc ces contradictions ne sont pas graves. Voilà. C'est une question philosophiquement non triviale d'ailleurs de savoir si un objet qui est possible en principe mais qui n'existe pas en fait doit être considéré comme un objet physique. Toujours est-il qu'aujourd'hui on sait qu'ils existent et on sait aussi que ces pathologies n'étaient qu'apparentes. On sait même qu'ils peuvent fusionner, comme ça a été démontré par la détection des ondes gravitationnelles. Quelle aurait été la réaction d'Einstein s'il revenait en 2018, apprenait que les ondes gravitationnelles auxquelles il croyait, tout en pensant qu'on ne pourrait pas les détecter, ont été produites par des trous noirs auxquels il ne croyait pas et qui ont fusionné. Oui, c'est un petit peu dur de se mettre à la place d'Einstein, mais il semblerait que la légende raconte qu'il n'a jamais été très surpris quand ses prédictions ont été a posteriori vérifiées, parce qu'il avait quand même, en parallèle d'une grande modestie, je dirais, de principe, une certaine confiance dans son espèce de génie théorique. Oui, mais là, justement, sa confiance et là, effectivement, la confiance aurait été en partie mise à mal. Bah écoutez, moi je crois que c'est ça l'histoire des sciences. Ça nous rappelle une fois de plus que nous ne cherchons pas la vérité avec un grand V, nous cherchons la meilleure description possible à un moment donné de l'histoire des idées, et nous sommes dans une reconstruction perpétuelle, avec des invariants quand même bien sûr dans la méthode, dans la modestie qui perdure, mais des objets et des lois qui se renouvellent en permanence, et tant mieux. C'est la beauté de cette chose. Est-ce que un trou noir est forcément très dense? On l'associe toujours à un objet extrêmement dense. Bon exemple de la Terre, par exemple, qui, si elle se contracte énormément, devient un trou noir.
Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que Oui, tous les trous noirs en sont effet, denses? c'est une des autres images d'Épinal qu'il faut sans doute revoir. La Terre, comme vous le disiez, devrait être contractée en quelques millimètres pour devenir un trou noir. La densité serait considérable. Mais les gros trous noirs peuvent être peu denses. Celui qui est au cœur de notre galaxie et dont on pense qu'il a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil est à peine plus dense que de l'eau. Et les trous noirs hypermassifs que l'on commence à détecter maintenant sont parfois même moins denses que de l'air. Donc il est vrai que la densité moyenne d'un trou noir n'est pas forcément élevée. Mais ça casse complètement l'image. Ça casse complètement l'image, mais tant mieux, cassons les codes, nous sommes là pour ça. Et qu'est-ce qui se passerait, on continue dans l'explication de la physique finalement, si le Soleil brutalement devenait un trou noir? Oui, Qu'est-ce ça qui se c'est vrai que passerait c'est une question intéressante. Pour la Terre, il ne se passerait rien, à part que la lumière serait coupée au bout d'un certain temps. Oui, voilà, donc ça c'est souvent une question que j'évoque quand je discute un peu avec des enfants qui sont toujours fascinés par les trous noirs. Alors ça, ils ont tous bien compris que pendant 8 minutes ça change rien, parce que à la fois la gravité et la lumière met un certain temps pour venir jusqu'à nous, donc si le Soleil disparaît pendant quelques temps, il n'y a absolument aucune conséquence. La question intéressante, c'est que se passe-t-il quand on commence à sentir les conséquences, donc au bout de quelques minutes? Alors d'abord, il va faire froid, c'est sûr, puisqu'on n'aura plus de lumière, donc assez vite, on va mourir de froid. Mais le point qui est souvent oublié, c'est qu'en effet, la trajectoire de la Terre ne sera pas infléchie. Nous n'allons pas nous mettre à tomber brutalement dedans, puisque la gravitation est parfaitement démocratique. Et donc en réalité, que le centre d'attraction gravitationnelle soit une étoile, une planète hyper géante ou une botte de radis, ou un trou noir, ça ne change finalement rien à l'affaire. Différente à la nature de l'objet qu'il a créé. Voilà. Ce qui compte, c'est la masse. Exactement. C'est ça que vous appelez démocratique? Oui, il me semble, la gravité se couple de façon identique à tout le monde, et c'est en effet en ce sens qu'il y a une sorte de démocratie physique à l'œuvre. Alors, une des premières preuves, entre guillemets, de la théorie d'Einstein de la gravitation, la relativité générale, c'est une sorte de calcul qu'a fait Einstein, qu'il avait préalablement fait avec son ami Michele Besso sur le périhélie de Mercure. Tout petit écart entre les calculs newtoniens de la trajectoire de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, et puis les observations. Alors, quel est l'effet de relativité générale qui permet d'expliquer ce petit désaccord? Oui, je trouve que c'est un très beau point que vous évoquez, et puis puisque vous êtes également philosophe, quand même, moi bon, bien sûr, là, on fait vite, mais je pense qu'il faut être un peu méticuleux sur le terme preuve. Que, vous le savez mieux que moi. Voilà. Donc c'est pas du tout une recommandation à votre égard, mais peut-être pour nos auditeurs. Voilà, j'aime vraiment mieux le présenter comme une indication supplémentaire parce que finalement, mais très spectaculaire. Mais très spectaculaire. Et là encore, je trouve que c'est très beau parce qu'on a des exemples dans l'histoire où des petites anomalies dans un système planétaire ont été expliquées par une révolution, c'est-à-dire qu'il fallait changer de théorie. Et c'est le cas de l'avance du périhélie Mercure qui ne peut pas être expliqué par la théorie de Newton, mais qui peut être expliqué par la théorie d'Einstein, alors qu'on a d'autres cas où des petites étrangetés au niveau des mouvements des planètes ont été expliquées non pas en changeant la théorie, mais en inventant un objet nouveau, en l'occurrence une planète que nous n'avions pas encore observée directement et qui s'est avérée être la cause de cet effet. Est soit législative, soit ontologique. Exactement, et c'est un peu la question avec la matière noire. Aujourd'hui, on observe des mouvements étranges et on se dit soit c'est parce que notre théorie gravitationnelle est fausse, soit c'est parce qu'il y a de la matière invisible. Alors on a de bonnes raisons de croire que la deuxième solution est plus probable que la première, mais c'est une situation qui s'est déjà produite dans l'histoire, et je trouve intéressant qu'on sente qu'il y a souvent plusieurs manières de faire face à une inadéquation entre le modèle et l'observation. C'est-à-dire que la vision poppérienne un peu naïve, qui est de dire dès qu'une expérience contredit une théorie, la théorie est abandonnée, ne fonctionne jamais dans les faits. Parce que quand une expérience contredit une théorie, il se pourrait qu'en fait la théorie ne soit pas contredite, mais qu'il y ait une interférence. Qu'on ait mal compris le réel. Voilà, que nous avons méjugé. Alors justement, revenons au périhélie. Il y a un petit écart de 43 secondes d'arc par siècle du point le plus proche de la trajectoire du Soleil, qui décale donc l'observation du calcul newtonien. En quoi les propriétés de la théorie d'Einstein viennent-elles combler ce petit écart? Moi, écoutez, je crois que là, nous touchons quand même aux limites de ce qu'il est possible d'appréhender intuitivement. Peut-être vous serez davantage capable que moi d'en donner une appréhension intuitive, mais ces effets d'entraînement dans l'espace-temps... Je vous ai posé la question parce que vous répondez très bien à la question. Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, ayez-en la certitude. Alors je me souviens plus du tout comment je l'ai expliqué dans le livre. Il faudrait que je relise mon livre. Histoire de temps. Une histoire de temps, ouais, bon, bah écoutez, si vous le dites, ça doit être vrai. Mais ces effets quand même d'entraînement de l'espace, de rotation, sont quand même des effets relativement contre-intuitifs, et j'aime bien aussi quand même l'idée qu'on accepte que certains phénomènes physiques ne peuvent pas être immédiatement appréhensibles par l'intuition générale. Et c'est aussi que ça quand même une des grandes leçons de la physique, c'est que le monde à l'échelle de l'infiniment petit ou à l'échelle de l'infiniment grand ne se comporte pas comme au quotidien. Bachelard disait faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. Ah oui, vous êtes d'accord? C'est une très belle phrase, oui, c'est exactement ça, je crois. Alors, imaginons plutôt que j'entre dans un trou noir. Qu'est-ce qui m'arrive?
Alors si le trou noir est petit, ça va mal se passer, puisque vraisemblablement vous allez perdre la vie avant même d'entrer dans le trou noir, à cause de ce qu'on appelle l'effet de marée. Donc l'effet de marée, ça en revanche, on peut le comprendre assez simplement, c'est celui de la Lune sur la Terre, parce que quand vous êtes en chute libre, si vous tombez la tête la première, votre tête sera plus attirée que vos pieds, et par conséquent, votre corps sera soumis à un effet de stretching en quelque sorte, qui sera désagréable au point de devenir létal si le trou noir est petit. Une sorte d'hypergymnastique. Exactement, une gymnastique à l'arrêt, mais aux conséquences assez dramatiques. Si le trou noir est très massif, à ce moment-là, l'effet de marée est plus faible lorsqu'on se trouve à une distance appréciable de celui-ci, et il est en principe possible de pénétrer dans le trou noir sans subir de dégâts considérables. Alors à vrai dire, on n'en est pas tout à fait certain, hein. Il y a des modèles de physique qu'on appelle les firewalls par exemple, qui supposent que peut-être il se passe des choses dramatiques au niveau de l'horizon, mais je dirais que le modèle orthodoxe, si on suit vraiment la relativité générale dans sa version la plus simple, qui jusqu'à maintenant n'a jamais été démenti, il est vraisemblable qu'il soit possible d'entrer dans un trou noir. Et ce qui est remarquable, c'est que cela ne se concrétise pas par un ressenti particulier. Je veux dire, c'est un petit peu comme des poissons qui seraient dans une rivière, et cette rivière se jetant dans une chute d'eau, eh bien à partir d'un moment, ils ne peuvent plus revenir en arrière, parce que la vitesse du courant devient supérieure à la vitesse à laquelle ils peuvent se déplacer. Ça, c'est ce qui se passerait quand l'astronaute passe l'horizon du trou noir. Quelle que soit la puissance de sa fusée, il ne pourra plus revenir en arrière. Pour autant, ce moment ne se concrétise pas par un ressenti spécifique. Il n'y a aucun moyen que je puisse dire, tiens, je rentre dans un trou noir. Alors, il y a quand même des moyens indirects, parce que l'aspect du ciel, par exemple, sera variable au cours de la chute. Mais c'est pas un ressenti interne. Mais c'est voilà, c'est pas un ce que je vois ressenti autour de moi variable. qui est un indicateur. Exactement. Et évidemment, cette conséquence un peu désagréable qu'il est impossible de s'opposer en quelque sorte, et ça, il faut le dire là encore avec des guillemets, donc je prends moi aussi quelques largesses, mais à cette espèce de mouvement propre de l'espace, à ce tapis roulant d'espace, qui va effectivement, hein, aussi choquant que cela puisse être, plus vite que la lumière. Alors tout dépend dans le système de coordonnées dans lequel on le mesure, c'est-à-dire que si on fait une expérience locale, même dans un trou noir, on a une règle, une pendule, la lumière va toujours à la vitesse de la lumière, mais si on regarde les choses de façon globale, c'est-à-dire qu'on regarde le temps mesuré de l'extérieur divisé par la distance mesurée de l'extérieur, on va effectivement plus vite que la lumière. Sans violer la relativité. Sans violer la relativité. Parce que la relativité restreinte est vraiment une théorie locale. En cosmologie, c'est un peu la même chose. On peut avoir des points de part et d'autre de l'univers qui se déplacent plus vite que la lumière, mais ça ne correspond pas à un mouvement local de matière et ça ne viole pas l'essence de la relativité. Alors, quand on m'a parlé des trous noirs, quand j'étais étudiant pour la première fois, on les a décrits comme des objets fictifs qui ne rayonnent pas de lumière, qui sont noirs pour cette raison. Or, les travaux de Stephen Hawking, reprenant des intuitions d'un autre physicien qui s'appelle Bekenstein, montre que si on en croit les règles quantiques, les trous noirs s'évaporent, c'est-à-dire ils émettent du rayonnement. Est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'on a pu détecter ce rayonnement? Et quelle est la confiance, entre guillemets encore, qu'on peut accorder à cette prédiction? Oui, ça encore, moi je trouve que en termes d'histoire des sciences, c'est assez remarquable parce que on se rend compte que les choses sont toujours plus complexes quand on les regarde de plus près. Et en effet, c'est quand même un peu paradoxal parce que c'était la définition d'un trou noir que de ne rien émettre. Et là, on est en train de dire, bah en fait, si, les trous noirs émettent quelque chose et les petits trous noirs émettent même des quantités considérables de lumière. Donc je trouve que c'est une nouvelle leçon d'humilité. Leur durée de vie, oui. Voilà, exactement. Alors, en effet, ce résultat de Stephen Hawking n'a pas encore été observé expérimentalement parce qu'il ne s'applique qu'aux trous noirs de faible masse. Les trous noirs que nous observons aujourd'hui de façon indirecte, mais de façon extrêmement fiable, on sait qu'il existe un certain nombre de trous noirs dans notre environnement, mais pour cela, la température est si faible que le rayonnement émis est absolument non mesurable. Donc à ce stade, c'est vrai, ça reste une prédiction purement théorique, mais on a de très bons indices de sa véridicité. D'abord, elle repose sur des théories bien maîtrisées, ce ne sont pas des théories spéculatives, c'est vraiment ce que nous apprend la physique de base. Et par ailleurs, nous jouissons de ce qu'on appelle les systèmes analogues, c'est-à-dire qu'on arrive à faire des choses qui ressemblent à des trous noirs, sans être tout à fait des trous noirs, avec des objets en particulier hydrodynamiques, donc en utilisant la mécanique des fluides. Donc cette fois-ci, l'horizon, au lieu d'être dû à l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière, est associé à la vitesse du son, mais ça se comporte de façon similaire. Et il semble que dans ces systèmes, on commence effectivement à observer l'évaporation de Hawking. Donc je crois que c'est quand même un phénomène fiable. Mais pourtant, Hawking, il a fait une sorte de collage. Il a pris les équations d'Einstein pour décrire la gravitation, il a pris les équations de la physique quantique pour décrire l'espace autour de l'horizon, alors qu'on sait que ces théories sont incompatibles pour ce qui est des concepts et de leur façon de décrire l'espace-temps. Oui, bien sûr, vous avez raison. Alors, je dirais que c'est le pas intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a le cas facile, où on utilise soit que la relativité générale, donc la théorie géométrique, soit que la physique quantique. Ça marche très bien. Il y a le cas, pour l'instant, qu'on ne sait essentiellement pas faire du tout, même si on a des pistes, qui est vraiment ce qu'on appelle la gravitation quantique, où là, vraiment, on utilise
utilise la physique quantique, y compris pour décrire le champ de gravité, c'est-à-dire en fait l'espace-temps. On a bien sûr des tentatives, mais enfin c'est loin d'être consensuel. Et je dirais que Hawking, il se passe entre les deux. C'est-à-dire que l'espace-temps est encore décrit de façon classique, par les équations d'Einstein, mais ce qui se trouve dans l'espace-temps est décrit de façon quantique. Alors ça, on peut en douter, mais je dirais qu'à ce stade, on a quand même toutes les raisons de croire que c'est relativement bien sous contrôle, et on a quand même un cadre théorique qui est maintenant, me semble-t-il, assez cohérent, et qui permet de comprendre non seulement les trous noirs, mais aussi l'origine de l'univers, la cosmologie, l'inflation, la formation de matière, des grandes structures, etc. Et sans que nous ayons une preuve irréfutable, mais on n'en a jamais, il me semble que le niveau de confiance est assez élevé. Du coup, grâce à ce petit collage, Aurélien Barraud, Stephen Hawking a produit une formule qui rassemble toutes les constantes de la physique. Oui, c'est magnifique. La constante de Planck pour la physique quantique, la constante G de Newton pour la gravitation, la constante de Boltzmann, et puis la vitesse de la lumière. Voilà. C'est la seule. Oui, en tous les cas, c'est la seule à être aussi simple. La température des trous noirs, en effet, elle est à la fois relativiste, quantique, statistique et gravitationnelle. C'est beau parce que est-ce qu'on va dire que les trous noirs sont des sortes de laboratoires théoriques ? Oui, et il réhabilite cette vieille tradition einsteinienne d'expérience de pensée. Ça, c'est magnifique. On peut comprendre beaucoup du monde sans dépenser le moindre euro dans un instrument. Ça ne suffit pas. Incontestablement, ça ne suffit pas. Il faut des expériences, ça c'est tout à fait certain. Mais on peut progresser très considérablement à partir d'expériences de pensée. D'ailleurs, la physique contemporaine est née sans données. Quand Galilée écrit La chute des corps, on ne sait pas faire le vide, on ne sait pas mesurer la vitesse d'un objet. Absolument. Et ça, c'est aussi un jeu à risque. C'est-à-dire que je crois moi, je suis très heureux de faire l'apologie de cette manière d'être, parce que je la trouve très élégante, à la fois très modeste et très efficace, mais elle peut aussi conduire, au contraire, à une sorte d'arrogance démesurée, où on perd le contact avec quand même cette altérité qui est le réel qui s'impose à nous. Et on l'a vu un peu en physique des particules, moi je suis proche de ce domaine, donc je fais mon mea culpa. Tout le monde croyait par exemple à ce qu'on nommait la supersymétrie, qui était une sorte d'extension naturelle de notre modèle standard de l'infiniment petit. Élégante. Et à l'heure actuelle, il semblerait qu'elle soit inexacte. Et j'ai trouvé très intéressant sociologiquement de voir des physiciens de mon âge, d'une quarantaine d'années, entre 40 et 50 ans, qui étaient vexés en quelque sorte, en disant mais j'ai bien travaillé, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai fait des bons calculs, et la nature a le culot de me dire que je me suis trompé. Mais c'est injuste. Oui, c'est injuste, mais c'est comme ça. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Revenons au trou noir, Aurélien Barraud. Il rayonne. On pense qu'il rayonne, compte tenu des arguments que vous venez de développer. Mais bizarrement, quand il rayonne, il s'échauffe. La température augmente, ce qui fait qu'il rayonne encore plus. Oui, ça c'est très curieux en effet. Un bout de métal, normalement, quand il perd son énergie, eh bien sa température chute. Les trous noirs ont une capacité calorifique négative. Plus ils perdent d'énergie, plus ils sont chauds. Et c'est en effet la raison pour laquelle le processus s'emballe. Et en réalité, ce sont de véritables bombes. Donc au départ, les trous noirs sont chaîne thermique. Voilà, c'est une contre-réaction positive, un peu comme ce qui va se passer pour le dérèglement du climat de la Terre. Ça va aller de pire en pire, et plus ça empire du simple fait que ça empire. Donc la fin des petits trous noirs est en réalité une explosion démesurée avec une quantité colossale d'énergie qui est rayonnée à la fois sous forme de particules et sous forme de lumière. J'ai une question à vous poser, Aurélien Barraud, concernant, disons, le statut de la cosmologie aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on connaît mieux l'univers primordial que la naissance de la Terre ou du Soleil ? Oui, c'est assez étonnant finalement. Alors d'abord, quand même soyons modestes, est-ce qu'on est absolument sûr qu'on le connaît mieux ? Certainement pas, mais je crois en effet qu'on a de bonnes raisons de supposer que ce que vous dites est correct. Et je dirais que la raison pour ça, c'est qu'en fait l'univers est un système très simple. Parce qu'il faut être bien clair, quand on s'intéresse à la science de l'univers, ce qui est mon cas, on s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'univers. Ce qui est en train d'advenir dans ce studio en ce moment ne fait pas partie de la cosmologie. Pourquoi c'est simple ? Simplement parce qu'on regarde de loin. Parce qu'en cosmologie, on regarde pas l'échelle des planètes, l'échelle des étoiles, et moins encore l'échelle des hommes et des animaux. C'est l'univers en tant qu'objet qui vous intéresse. Exactement. Et l'univers en tant qu'objet, il a une propriété remarquable, c'est qu'à grande échelle, il est partout pareil et dans toutes les directions identiques, ce qu'on appelle l'homogénéité et l'isotropie. Par conséquent, c'est un système qui est vraisemblablement le plus simple qu'on puisse imaginer. Et c'est pas si rare que cela, que d'avoir un ensemble qui est globalement plus simple que ses parties. Je donne un exemple très rapide. Si vous prenez un nombre entier au hasard, parmi l'ensemble des entiers naturels, au hasard, certainement, c'est un nombre qui aura 1 million de chiffres. Il va prendre une taille considérable à stocker dans votre ordinateur. Mais si vous voulez décrire l'ensemble des nombres, vous écrivez un programme i égale 0, print i égale i plus 1, et vous fermez la boucle, et c'est fini. Donc en fait, un programme qui génère l'ensemble des nombres entiers est plus simple qu'un seul de ces nombres entiers.
C'est un peu une métaphore pour comprendre que parfois le système global est en réalité moins complexe à appréhender que chacune de ses parties. Mais c'est bien la théorie d'Einstein qui a permis de considérer l'univers comme un objet Ah oui, physique, qui a des propriétés globales qui sont pas réductibles aux propriétés locales. La courbure généralisée, c'est une propriété de l'univers et non pas de quelque chose qui est dans l'univers. Et donc c'est ce que vous dites s'appuie sur une théorie qui a fait ses preuves, et là je remets les guillemets. Absolument, absolument. Et peut-être que cette propriété serait perdue si on changeait de théorie. Ah oui, mais écoutez, moi je crois qu'il faut pas avoir peur de ce qui va advenir. Mais c'est vrai que le simple fait, comme vous le soulignez, d'avoir compris que l'espace et le temps étaient l'objet possible d'un discours, c'est une révolution immense finalement. Parce que dans toute la physique depuis Newton, il n'y avait juste, et depuis Kant d'ailleurs, il n'y avait juste rien à dire sur l'espace et le temps. Ils étaient là, forme a priori, disait Kant, de la sensibilité humaine, a priori, ça porte bien son nom. Et avec Einstein, ça devient une forme a posteriori, c'est-à-dire qu'il comprend qu'en fait, c'est un objet physique comme les autres. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne cite pas, peut-être vous le faites d'ailleurs, mais qu'on ne cite pas assez Einstein comme un unificateur. Souvent, quand on parle de l'unification de la physique, on pense physique des particules. Mais finalement, cette unification opérée par Einstein entre d'une part le contenant et d'autre part le contenu, en disant finalement le contenant est lui aussi un objet physique comme le contenu, c'est une unification conceptuelle considérable. Est-ce qu'on peut la perdre? Peut-être. N'ayons pas peur, on verra bien. Je te pose la question parce que vous avez évoqué tout à l'heure le problème de la matière noire, il y en a un autre qui est celui de l'énergie noire, qui sont des choses dont on pense qu'elles sont dans l'univers afin de rendre compte d'anomalies ou d'écarts entre la théorie et l'observation. Ça veut dire qu'on prend le pari que la solution de ce conflit est ontologique. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui, si elles existent, rétablissent l'accord. Mais d'autres pensent que peut-être il faut revoir la théorie de la gravitation à grande échelle, par exemple, pour pouvoir tenir compte des observations sans imaginer qu'il existe des choses supplémentaires par rapport à celles qu'on connaît dans l'univers. Moi, je pense que, pourtant, je suis le premier à être parfois critique sur la méthodologie scientifique, qui n'est pas parfaite, loin s'en faut, mais je trouve que sur ces questions, la communauté scientifique se comporte plutôt correctement. C'est-à-dire que toutes les voies sont explorées. Il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de solution taboue. On voit publier presque quotidiennement des articles qui soit explore la voie matière cachée, soit explore la voie modification gravitationnelle, parfois d'ailleurs explore d'autres voies encore, en disant mais en fait finalement non, tout va bien simplement parce qu'on a mal fait les calculs, faut tenir compte des effets de rétroaction qui ont été négligés. Je dirais que toutes les solutions envisageables sont passées au crible. Bon, il y a quand même des arguments. Ça donne un paysage parfaitement éclaté. Ah, parfaitement éclaté. Il est difficile, quand on est un peu extérieur au domaine, comme c'est mon cas, quand on lit des papiers, de trouver un fil conducteur. Oui, mais je pense que finalement c'est une assez bonne chose que de laisser comme ça un droit d'errance à la pensée face à un problème qui est éminemment complexe, parce que l'existence de matière noire a presque un siècle maintenant, enfin j'exagère un peu, mais à 3/4 de siècle. Donc c'est vraiment quelque chose de très difficile. Oui, mais on a longtemps cru que c'était de la matière ordinaire, mais dans des conditions particulières. Alors qu'aujourd'hui on pense que c'est une autre forme de matière que nous ne connaissons pas, ce qui est vertigineux. Abyssal, voilà, absolument. Ce qui est vertigineux, parce que ça veut dire que non seulement on n'a quand même rien compris à ce qu'était l'essentiel de la masse de l'univers, et qu'en plus on a aussi une lacune immense en physique des particules, puisque quelque chose de très abondant ne fait pas partie de notre modèle standard. C'est un problème considérable. Bon, ça n'a pas l'air de vous troubler. Bah moi, ça m'excite. En réalité, rien ne serait pire que d'avoir tout compris. Je reviens au trou noir. Est-ce qu'un jour on pourra les voir directement, soit par le biais de ce rayonnement, soit d'une autre façon, parce que là, les détections sont indirectes. Oui. Alors, si vous me permettez d'être pénible quelques secondes, vous avez l'habitude. Je suis pas absolument fan de la distinction direct-indirect, parce que finalement, c'est toujours indirect. Voilà, je crois que c'est toujours indirect, et je crois qu'on surdétermine un peu. On n'a jamais vu d'électrons. Exactement. On n'a jamais vu de quarks, etc. Et on n'a jamais vu l'amour. Et il y a beaucoup de choses, à la fois objets physiques, objets psychiques, objets sociaux, etc., dont l'existence est absolument incontestable, mais qui ne se voient pas. Bon, mais cette petite réserve faite, la réponse est oui, puisqu'en effet, à échéance relativement brève, nous devrions disposer d'un réseau interférométrique de radiotélescopes qui permettra de voir, donc vraiment avec de la lumière. Alors, elle sera pas optique, ce sera des ondes radio, mais enfin ça, c'est une nuance qui est de faible importance. On devrait avoir donc dans quelques années la première image réelle du trou noir Sagittarius A*, qui se trouve au centre de la Voie lactée. Notre trou noir. Notre trou noir. Il aura quelle allure? Alors, si tout se passe bien, il devrait être sphérique. Si c'est pas le cas, là, faudra vraiment revoir. Non, c'est la vitesse. Il doit y avoir un effet Doppler. Oui. Alors, ça dépend si vous parlez de l'image ou de l'objet réel. Et puis, en plus, c'est vrai que comme il tourne sur lui-même, comme c'est un trou noir de Kerr, il sera pas rigoureusement sphérique. Donc, alors l'image, ça veut dire qu'il est en rotation sur lui-même. Oui, qui est en rotation. Ce qui est très très intéressant, mais on n'aura pas le temps. Ils le sont tous, et ça change drastiquement d'ailleurs la structure interne des trous noirs. C'est des petites toupies finalement. Ce sont des petites toupies, mais qui du coup ont une structure interne avec plusieurs horizons, etc., qui est extrêmement compliquée.
et éventuellement on peut éviter les singularités. Enfin, c'est des choses qui sont encore tout à fait inconnues. L'image elle-même devrait être très belle. Alors effectivement, on ne sait pas très bien quel est son environnement. C'est-à-dire que on a cru longtemps qu'il était complètement éteint, ce trou noir, c'est-à-dire que plus rien ne tombait dedans. En fait, il semble qu'il y ait quand même une activité autour de lui, qu'il y a un peu de poussière qui soit de temps en temps aspirée par le trou noir, et ça va complètement infléchir la forme de l'image elle-même. Donc moi, j'étais un peu circonspect il y a quelques années en disant bon, c'est un effet de communication, finalement ça sera beau, mais on va rien apprendre. Et c'est faux en fait, je me trompais. En réalité, je crois qu'avoir des informations directes, avec les réserves évoquées, sur la matière en train de tomber sur le trou noir, sur la manière dont elle s'échauffe, etc., ça sera très riche d'informations. Autrement dit, vous ne savez pas dire quelle image vous verrez. Ah bah, si la théorie est correcte, si on connaît la distribution de matière, on peut savoir à quoi ressemblera l'image. Mais on ne connaît pas la façon dont la matière est distribuée autour du trou noir, donc non, on ne peut pas le prévoir de façon précise à ce stade. Est-ce que vous seriez tenté par entendre un peu de musique, Aurélien Barraud, dans cette chanson? Je ne suis pas un gangster de studio, dit Kerry James, donc ce n'est pas comme nous, n'est-ce pas, cher Étienne. Bon, j'ai découvert Kerry James grâce à mon fils. J'aime bien, c'est un rappeur, il a une plume assez incisive et pour autant très précise, avec une grande densité poétique. Et c'est vrai que je vous ai proposé cette chanson parce que je suis un peu agacé d'entendre parfois dans les microcosmes intellectuels, que par la force des choses je fréquente un peu, une sorte de mépris, presque de classe quand même pour le rap. Et ces gens qui écoutaient du rock quand ils étaient jeunes ne se rendent pas compte qu'en fait aujourd'hui c'est le rap qui joue ce rôle insolent, provocateur et un peu comme ça déconstructeur de certitude qu'a joué effectivement le rock dans le passé. Et donc voilà, j'avais un peu envie de réhabiliter cette musique alternative qui, je trouve, devrait avoir aussi droit de citer sur les grands médias culturels. C'était le cas dans la conversation scientifique. Merci à vous, Aurélien Barraud, de rétablir l'équilibre. En revenant à la cosmologie, alors ou plutôt la physique en général, on répète souvent qu'il y a ces deux théories cadres, la relativité générale, la mécanique quantique, qu'elles sont incompatibles du point de vue des concepts qu'elles manipulent. Il faudrait quand même les unifier pour pouvoir décrire l'univers primordial. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses? Puisque il y a quelques dizaines d'années, même un peu moins, on parlait de la théorie des supercordes comme étant la solution. Elle a soulevé beaucoup d'enthousiasme et puis des déceptions. Elle s'est compliquée, complexifiée. Comment est-ce que vous sentez l'évolution des choses? Est-ce qu'on s'approche d'un chemin qui mènera au but ou est-ce qu'on est de plus en plus perdu? On n'entend plus parler de théorie du tout, par exemple. Alors, la théorie des cordes, effectivement, est loin d'être exclue à ce stade. Moi, j'ai un rapport un peu paradoxal parce que je trouve que elle est insatisfaisante, puisque moi je travaille sur un modèle concurrent, qu'on appelle la gravité quantique à boucle, et pour autant, je lui ferai pas le reproche usuel d'être infalsifiable. Parce que, en fait, être infalsifiable, ça veut dire qu'il est très difficile de la mettre à l'épreuve. Mais en même temps, si elle est juste, la nature s'en fiche d'être infalsifiable. Le fait que ce soit compliqué pour nous de faire des prédictions avec cette théorie ne signifie absolument pas que la théorie est incorrecte. Et d'ailleurs, on voit des mutations assez intéressantes. À la dernière conférence internationale de théorie des cordes, une conjecture a été proposée suivant laquelle il est impossible de trouver un espace de type de Sitter, c'est-à-dire ressemblant au monde dans lequel nous vivons, parmi l'ensemble du paysage des lois de la théorie des cordes. Alors évidemment, c'est pas un théorème, parce que si c'était un théorème, la théorie serait exclue, on n'en parlerait plus. C'est une conjecture. Cette conjecture est débattue, certains pensent qu'elle est incorrecte, mais c'est très intéressant parce que quand même les choses avancent. Ça veut dire que la possibilité d'une mise en abîme ou d'une déconstruction du cœur de la théorie est possible. Donc bien que travaillant sur un modèle concurrent, moi j'ai tendance à trouver que la théorie des cordes ne stagne pas. En réalité, elle progresse parce qu'elle se met en danger. Et ça, c'est une belle chose. Les théories concurrentes, comme la gravité quantique à boucle, apportent un jour nouveau et je dirais que paradoxalement, ce jour nouveau est un retour en arrière. C'est-à-dire que on repart sur les bases, on reprend vraiment ce qui est bien connu et on essaye de le concilier. C'est pas une théorie d'unification, on ne parle que de la gravité. Exactement. C'est une théorie d'unification de la gravité et de la physique quantique, mais pas avec les autres forces. Mais moi, vous savez, je crois qu'on a beaucoup trop donné d'importance à ce mythe ou à ce fantasme d'unification. On est à la fois les héritiers d'une société dans laquelle la métaphysique a joué un rôle très profond et elle est unificatrice, et où la religion a joué un rôle très profond, et qu'elle soit juive, islamique ou chrétienne, elle est aussi unificatrice. Et donc nous sommes les héritiers tant du point de vue théologique que du point de vue métaphysique de ce fantasme d'unité. Peut-être en réalité le monde est-il plus diversifié qu'on ne le croit. Ce à quoi on ne peut pas échapper, c'est à la cohérence. Qu'on ait beaucoup de théories simultanément, moi ça ne me gêne pas. Mais si évidemment, quand on les applique au même objet, les théories sont mutuellement incompatibles, là il y a un problème. Alors vous avez écrit quelque part que le fait qu'on trouve dans beaucoup d'ouvrages des citations qui mentionnent le fameux chat de Schrödinger témoigne de notre rapport apathique à la mort de l'animal.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'aller un peu trop loin? Si, bien sûr, c'est une boutade. En réalité, l'expérience du chat de Schrödinger n'a jamais été, bien évidemment, réalisée réellement. Elle n'a jamais maltraité le moindre chat. Bon, disons que ça me permet une transition facile de la problématique scientifique vers la problématique du droit animal, qui est une des autres. Parce que Schrödinger, il a eu l'idée du chat, mais c'est pas lui qui a eu l'idée de la situation du chat. C'est Einstein avec un baril de poudre, comme vous savez, qui était dans un état superposé, explosé, plus non explosé, ce qui conduisait à des troubles dans l'interprétation du monde quantique. Einstein, d'ailleurs, qui disait que l'évolution de l'humanité vers le végétarisme serait un des plus grands progrès qu'elle puisse mettre en œuvre. Bon, alors ça nous amène à la question animale dont vous êtes un ardent défenseur. Et je voulais vous faire réagir à une phrase d'une tribune récente publiée par Corinne Pelluchon, philosophe que nous avons reçue à ce même micro, qui écrit ceci: d'un côté, nous baignons dans une atmosphère réactionnaire marquée par une moralisation extrême de la vie sociale et politique, qui génère et encourage l'intolérance et le refus de l'autre. De l'autre côté, nous transgressons les principes cardinaux de l'éthique, détournant le sens des activités, laissant la loi du profit régner en maître au mépris des êtres humains et des êtres non humains. Eh bien, écoutez, Corinne Pelluchon, une fois de plus, a, je crois, parfaitement raison. Moi, je suis pas absolument phobique à toute forme d'incohérence. Je veux dire, on est tous un peu incohérents. J'adore Pasolini, il était communiste et collectionnait les Alfa Romeo. Voilà, bon, il y a un lot d'incohérences qui finalement est la beauté de la vie. Mais quand cette incohérence engendre la mort, là, il faut quand même commencer à se poser quelques questions. Et je crois que le niveau de dissonance cognitive auquel nous sommes arrivés, concernant les animaux, je suppose qu'on va y revenir, mais aussi effectivement concernant les hommes, parce que quand même, un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde actuellement, et vous et moi, on se considère, à raison, je crois, comme des chic types. On est des gens plutôt sympas, plutôt altruistes, plutôt bienveillants, et peut-être même généreux. Mais quand même, on le laisse faire. Donc, il y a un moment où il faut quand même que collectivement, nous décidions, je crois, que le pouvoir politique reprenne les choses en main, non pas à notre insu, mais suivant notre demande. Bon, ça nous amènera à la pétition que vous avez signée il y a quelques jours et qui a beaucoup fait parler d'elle. Mais je voudrais quand même rester d'abord quelques minutes, si vous le voulez bien, à la question animale. Est-ce qu'on a le droit de dire que les animaux sont des sujets de conscience ? Ah bah c'est pas un droit, c'est un devoir. Je pense qu'aujourd'hui l'existence d'une conscience animale ne fait absolument plus question. Et c'est quand même une question un peu triste, une situation un peu triste, parce que vous savez, Descartes, qui règne en maître sur la philosophie française depuis quelques siècles, qui est génial d'ailleurs Descartes, les méditations métaphysiques sont des merveilles, des évangiles de la pensée, mais c'est le problème d'une pensée qui a perdu le rapport à l'extérieur. Et son hypothèse des animaux-machines, du chien qui est une sorte d'automate qui ne ressent rien, il n'a pu l'élaborer que parce qu'il n'a jamais regardé un chien. Et ça c'est le danger de la pensée aussi bien scientifique que philosophique qui perd le rapport à son objet. L'existence d'une conscience animale, c'est une évidence pour quiconque a interagi réellement avec un animal, mais du point de vue aujourd'hui de la biologie cognitive, donc vraiment de la science mainstream et quantitative, elle est avérée chez pratiquement tous les mammifères, chez un grand nombre de poissons, chez les crustacés, et même aujourd'hui chez certaines espèces d'insectes. Donc en douter relève du négationnisme. Alors Aristote avait distingué 2 façons d'être vivant. J'ai relu ça pour vous, Aurélien Barraud. Merci. Il y a d'une part la vie végétative, qu'il appelle Zoé, qui se maintient dans un échange avec le monde extérieur réglé de manière invariable. Et il y a d'autre part la vie qui intègre de façon progressive, c'est-à-dire historique, des expériences vécues et qu'il appelle bios. Autrement dit, pour lui, le critère d'une vie vécue, et non pas seulement subie, serait la capacité d'un organisme à intégrer lui-même les expériences qu'il fait de ses rapports avec le milieu. Autrement dit, il doit avoir une histoire de sa vie, ce qu'on appelle une existence. Oui, c'est une distinction intéressante, et suivant ce critère, on sait aujourd'hui de façon non ambiguë que la plupart des animaux qui se trouvent dans notre environnement relèvent, en effet, satisfont en effet à ce critère. Mais je voudrais même aller un peu plus loin quand même. On n'est peut-être pas obligé de dire « ils nous ressemblent » pour les respecter. On a toujours trop eu tendance à faire ça. D'abord, on a trop eu tendance à vouloir trouver absolument un propre de l'homme. Tous les propres de l'homme qu'on a cru déceler dans le passé se sont effondrés. Alors, bien sûr, il y a des spécificités humaines. Enfin, il y a aussi des spécificités du poulpe et des spécificités de la menthe religieuse. Chaque espèce est spécifique de son point de vue propre. Mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est que quand bien même il y aurait une différence fondamentale, ça ne signifie pas une hiérarchie fondamentale. Et on le voit même avec... C'est un peu l'erreur du colonialisme, finalement. On a fini par accepter les sociétés qui étaient très différentes de nous en se disant « Oh, bah finalement, ils nous ressemblent quand même pas mal ». Et ça, c'est une très grande erreur. C'est-à-dire que nous aurions pu peut-être les respecter avant même de comprendre qu'ils étaient si proches de nous. Alors, ce que vous dites là, Aurélien Barraud, me fait penser à
Une émission que j'avais faite à ce même micro avec Florence Burga, qui a écrit un livre qui s'appelle Une autre existence, la condition animale, qui d'ailleurs reprenait un extrait de Merleau-Ponty, le philosophe Maurice Merleau-Ponty, qui lui-même avait écrit un livre qui s'intitule La structure de comportement, dans lequel il dit ceci: l'animal, dans une mesure variable selon l'intégration de son comportement, est bien une autre existence. Cette existence est perçue par tout le monde, elle est un phénomène indépendant de toute théorie notionnelle sur l'âme des bêtes. Et j'avais demandé à Florence Burga quels sont les êtres vivants à propos desquels on est fondé à se demander s'ils ont un monde. Et elle avait répondu tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un monde? Non, mais je pense que la réponse de Florence Burga est presque incontestable et elle est ancienne. Vous savez, au début du XXe siècle, von Uexküll, qui était à la fois, disons, biologiste et philosophe, mais qui a beaucoup influencé Deleuze, Merleau-Ponty, enfin c'est quelqu'un de très sérieux, a écrit ce petit livre qui s'appelle Monde humain et mondes animaux. Et il prend l'exemple de la tique. J'adore cet exemple parce que les petits chats c'est facile, hein, les petits lapins c'est facile. La tique c'est pas un animal particulièrement agréable. Moi j'ai failli mourir d'une maladie de Lyme, donc j'ai pas beaucoup de compassion pour les tiques. Et il montre que du point de vue de la tique, bien sûr qu'elle a son univers propre qui est parfait par rapport à ces critères, qui est riche, qui est diapré, qui est foisonnant. Et je vous assure que moi, j'en arrive à avoir réellement de l'empathie pour la tique. Quand on sait la difficulté qu'elle a pour monter sur une petite branche et elle va attendre pendant des semaines qu'un animal passe en dessous, et généralement, quand elle saute dessus, elle le rate. En réalité, je crois qu'elle ne peut le faire que 3 ou 4 fois. Après, elle meurt d'épuisement. Oui, elle a un monde, elle souffre, elle espère. Et je pense que ça ne signifie pas qu'il faille sacraliser tous les animaux, parce que vivre, c'est interagir, et interagir, c'est toujours un peu détruire. Ainsi va le monde. C'est au moins manger. Mais je crois qu'il y a une marge de progression entre la barbarie actuelle et la perfection qui est si immense que ce serait un peu criminel de ne pas la considérer. Hobbes, le philosophe, parlait de l'entremangerie universelle. Tous les mangeurs sont des mangés. Oui. Est-ce que c'est l'argument qui ne vient pas, disons, contester le véganisme aujourd'hui? Mais la question, en fait, n'est pas de savoir si l'homme peut manger de la viande. La réponse est oui. La question est de savoir, sachant ce qu'on sait, désire-t-on le faire? L'homme peut aussi violer. Il en a les moyens physiques. Il peut aussi tuer ses enfants. Il en a les moyens physiques. Pour autant, je crois, nous ne le recommanderons pas. Donc la question n'est pas de savoir si on peut le faire. La question de tout vivant est de savoir comment utiliser sa conscience de son environnement. Et croyez-moi, on a beau jeu de donner l'exemple très rare dans le monde animal du chat qui parfois s'amuse à tuer sans manger. En réalité, aucun prédateur ne maximise son impact sur son environnement. Donc ça n'a absolument aucun sens de dire, pour l'humanité, nous avons la possibilité de tuer, puisqu'actuellement on tue 1000 milliards d'animaux par an pour notre alimentation. Donc c'est bien plus qu'il n'y a eu évidemment d'humains existants depuis la création de notre espèce. Donc demander de maximiser cet impact au nom de notre nature est un non-sens absolu. L'existence même correspond à l'exercice de choix. Sachant ce que nous savons, souhaite-t-on mettre en place ce système? Mais pour que les animaux aient des droits, il faut que les humains les formulent. Alors ça c'est une question qui est importante. La question des droits, je crois qu'elle doit intervenir dès lors qu'on a compris qu'une tierce personne est concernée. Parce que beaucoup d'entre nous proposent le statu quo. Non, écoutez, c'est très bien, les écologistes, les véganes, les végétariens ne mangeront pas de viande, et puis les autres en mangeront. Puis après tout, chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais ça c'est un petit problème. C'est que chacun fait ce qu'il veut, c'est oublier que quand je mange de la viande, j'ai un impact direct sur l'animal que j'ai tué, mais aussi sur les autres hommes, puisqu'il se trouve que l'industrie de la viande est la plus polluante de toutes les industries humaines à l'échelle mondiale. Donc en fait, je peux pas dire chacun fait ce qu'il veut, de la même manière que je peux pas dire les parents sont libres ou non de tuer leurs enfants. Non, on a globalement décidé que c'était intolérable. Donc la question du droit, elle intervient à ce moment-là. Elle intervient lorsque l'éthique ne suffit plus et que le juridique doit prendre le relais, parce qu'on a compris qu'il fallait protéger en effet ceux qui, en l'occurrence, sont en danger. C'est une question de rapport de force. C'est pas une question, je dirais, d'infantilisation. La loi est précisément là pour protéger ceux que le rapport de force défavorise ponctuellement, parce que je n'ai absolument pas la certitude que nous serons toujours dans une situation dominante. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Regarde, est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes hostile à toute forme de segmentation de la pensée? Parce qu'on commence à parler des trous noirs, vous êtes spécialiste de cosmologie, mais on sent en même temps que le type d'argumentation que vous développez à propos de la physique se retrouve lorsque vous parlez de la cause animale ou d'autres questions qui vous intéressent. Je pense que c'est, là encore,
Vrai et faux, parce que en effet le décloisonnement est bienvenu et je crois que utiliser les méthodes d'un champ disciplinaire dans un autre est certainement fécond, mais en même temps il ne faut pas non plus tuer les spécificités de chaque forme de pensée. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans certaines pratiques un mode d'être qui ne peut pas s'exporter dans les autres. Donc il faut aussi, je crois, ne pas perdre. Voilà, la mondialisation c'est bien pour les échanges, mais c'est dommage quand ça efface les autres cultures. Aurélien Barraud, je vous pose la question parce que vous avez récemment rédigé un appel qui a fait beaucoup de bruit avec Juliette Binoche, une sorte de manifeste qui commence par ces phrases: face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement. Il est temps d'être sérieux, nous vivons un cataclysme planétaire, réchauffement climatique, diminution drastique des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l'eau et de l'air, déforestation rapide. Tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera presque plus rien, mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire, etc. Qu'est-ce qui vous a donné cette sensibilité particulière, disons écologique, mais pas seulement, jusqu'à parler d'effondrement, de disparition de tout ce qui est? Écoutez, bon, en ce qui me concerne, c'est pas nouveau. Moi, j'ai toujours voté écologiste depuis que j'ai le droit de vote, et j'aurais souhaité le faire même plus jeune. Quand j'étais petit, le timing n'était pas bon parce que c'était une pensée marginale, et aujourd'hui, le timing n'est pas bon parce que c'est une pensée consensuelle. Donc, il semblerait que ce soit jamais le bon moment. Bon, là, soyons très clairs, j'ai été pragmatique. Je trouve que la démission de Nicolas Hulot, finalement, était un très bon prétexte, et c'est ce qu'il souhaitait d'ailleurs, pour remettre sur le devant de la scène cette question. Écoutez, cette question ne peut plus être secondaire. C'est un non-sens absolu. Enfin, on parle quand même de l'avenir du monde. Moi, je n'ai absolument pas peur de parler de fin du monde. On aura peut-être le temps d'y revenir. Ça ne me semble pas exagéré. Considérer aujourd'hui que c'est un petit ministère, parce que c'est le cas, un peu annexe, qui va s'occuper de décoration et de formules flamboyantes, n'est pas sérieux. Ce que nous disons dans cet appel, et j'étais très content que des personnalités très loin de l'écologie, dans leurs affinités politique le signe, c'est stricto sensu que tout pouvoir politique qui ne fait pas de l'écologie sa priorité est caduque. Il n'a plus de sens, il est une tartufferie. On ne peut pas faire de la fin du monde une 5e priorité. Ça n'a pas de sens. Donc ça, je crois qu'il faut le marteler, et je veux le politiser. Parce qu'il me semble que l'appel à la responsabilité individuelle n'est pas suffisant. Il est souhaitable, mais il n'est pas suffisant. Nous sommes faibles. Tous les humains sont faibles, et moi le premier. C'est la raison pour laquelle nous avons inventé le politique. C'est parce que de temps en temps, nous avons besoin qu'une loi nous interdise de faire ce que nous ferions spontanément. Et ce qu'on dit finalement est assez désagréable. C'est retenez-nous, on fait un malheur. Exactement. Et il ne faut pas faire preuve de langue de bois. Moi, je ne suis pas ministre, donc je peux me permettre de parler franchement. Oui, la sauvegarde du monde est incompatible avec certaines libertés individuelles et avec un développement économique forcené. Ça aura un coût. Mais ce coût, l'enjeu est tellement considérable que refuser de le payer, c'est exactement dire nos enfants ne vivront pas dans un monde vivable. Voilà. Donc ce coût finalement est dérisoire par rapport à ses conséquences, mais oui, ça implique de renoncer à un certain confort et à certaines libertés. Mais il vous a été reproché de ne pas préciser lesquels. Oui, alors ça c'était un peu par modestie. Est-ce que c'est un reproche que vous estimez juste? Vous avez répondu à... Oui, le reproche est juste, bien sûr, mais il y a une raison. La raison, c'est que moi je suis astrophysicien, Juliette Binoche est actrice, et que je me sens pas en droit de faire les propositions précises. Je les connais, on peut les énoncer maintenant très rapidement, chacun sait ce qu'il faudrait faire. Mais je préfère que ce soit les véritables spécialistes... Est-ce que c'est si clair que chacun sait ce qu'il devrait faire? Non pas à titre individuel, chacun a sa propre idée en effet, mais s'il était dans le gouvernement, qu'est-ce qu'il proposerait? Alors d'abord, il faut bien voir qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, c'est vraiment qu'un petit aspect du problème. Dans la chute de la biodiversité, par exemple, c'est pas du tout le réchauffement climatique le gros problème. C'est l'absence d'espace de vie. Les animaux n'ont plus de lieu pour exister. Donc la première mesure fondamentale, c'est d'arrêter l'expansionnisme humain. Si on continue à envahir tout ce qui existe, il n'y aura plus rien d'autre que nous. Et donc à la fin, nous ne serons plus là non plus, bien sûr, parce qu'on ne peut pas vivre seul. Donc ça, c'est très clair. Le deuxième point, en ce qui concerne le réchauffement à proprement parler, il y a trois axes d'action qui sont bien connus. Le premier, c'est de limiter les dépenses énergétiques, de se restreindre. Alors ça, généralement, on dit, c'est pas politique, c'est à l'échelle individuelle. Chacun doit faire un effort. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est politique. Si demain, j'ai les moyens de m'acheter une Ferrari et que j'ai envie de m'acheter une Ferrari, je trouve qu'il serait normal qu'on me dise non. Non, parce qu'en jouant avec ton joujou, en réalité, tu vas contribuer à faire mourir les Africains qui, en ce moment, voient des records de température absolument insupportables. Ça a une influence sur les autres.
Donc ça, je crois qu'il faut restreindre les pulsions individuelles. Le deuxième levier, c'est d'augmenter l'efficacité énergétique à dépenses constantes. Et ça, c'est des choses qui sont en train actuellement d'être mises en œuvre. On a des ressources pour ce faire. Par exemple, en améliorant l'isolation des bâtiments. C'est une source considérable de perte d'énergie. Et puis le troisième levier, évidemment, c'est d'évoluer vers des sources non carbonées d'énergie. Et là encore, la France n'est pas du tout à la mesure des objectifs qu'elle s'est fixés. Donc il faut quand même qu'on se rende compte que c'est pas pour enjoliver un petit peu le reste de l'action. Certes, le bien vivre écologique, mais c'est-à-dire le survivre écologique en réalité, n'est pas compatible, me semble-t-il, avec un développement économique forcené. Mais enfin, tant pis. Il faut le faire. Mais quel a été l'effet de cet appel? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a été entendu? Ah non, je pense que l'effet sera nul, comme pour tous les précédents et tous les suivants. Il a été quand même beaucoup repris dans différents médias, commenté. Écoutez, c'est très difficile à dire. Bon, quelques jours après, a été nommé un nouveau ministre. Je ne le connais pas. Nous le jugerons, enfin, je le connais pas en tant que ministre de l'écologie. Nous le jugerons sur les faits. Mais c'est quand même pas très bon signe. C'est une personnalité qui semble être connue pour être consensuelle, pour être peut-être plus molle en quelque sorte, plus modérée que Nicolas Hulot. Il faut une personnalité très forte. Donc, ça ne me semble pas aller dans la bonne direction. En réalité, il ne faudrait pas le ministre de l'écologie. Ça devrait être le Premier ministre. Ça devrait être le président de la République. Ça devrait être le fil conducteur de toute la politique d'un pays. Ce n'est pas exactement ce vers quoi on s'achemine depuis quelques semaines. Bon, on verra bien, hein. Moi, je crois que la seule chose à laquelle je m'engage, outre les efforts individuels, mais ça, c'est peut-être pas utile de les rendre publics, c'est à harceler le pouvoir politique. En ce qui me concerne, je crois que beaucoup de signataires sont d'accord avec ça. Je ne ferai plus d'intervention publique et médiatique sans demander des comptes sur cette question. Le message est passé. Est-ce qu'on revient au trou noir ou est-ce que vous avez encore des messages écologiques à faire passer? Ah non, mais il y en a une infinité de messages, mais on peut revenir au trou noir. Mais si vous voulez, il faut quand même bien se rendre compte qu'au-delà des mesures pratiques que je viens de donner, il y a quand même une redéfinition globale de nos attentes qui est à mettre en œuvre. C'est-à-dire que je crois que le rapport que l'on a aux animaux et à la nature comme étant en quelque sorte des biens que l'on utilise est mortifère évidemment pour eux, mais certainement pour nous aussi. Donc au-delà de ces petites mesures économiques et techniques que nous évoquions tout à l'heure, il y a quand même un travail philosophique très profond et très de long, resacralisation de notre environnement. D'urgence. C'est pourquoi je ne l'ai pas évoqué au début de notre conversation. Voilà, il faut parler d'urgence et en même temps on voit qu'il y a une évolution nécessaire des mentalités, des activités, de la façon de penser le rapport aux autres, à l'environnement et à toutes sortes de pratiques qui sont devenues presque canoniques, qui va demander du temps. Et même ce mot environnement est problématique. Je l'emploie naturellement parce que environnement, c'est ce qui nous environne. Donc on pense encore la nature, exactement, comme ce qui est autour de nous, sous-entendu, qui est là pour nous. Ça, non seulement c'est injuste. Est-ce que vous avez un autre mot à proposer? Les mots sont pas forcément. Les mots viendront après. Moi, j'ai remarqué, j'ai créé beaucoup de néologismes dans ma vie. On me l'a toujours reproché. Donc, laissons d'abord la pratique se faire et nous inventerons le vocabulaire qui suit. Est-ce que, à propos de la physique, il y a des choses qui vous semblent aller dans le bon sens dans la façon de réorganiser la façon de faire de la recherche? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que le chercheur a une vie de moins en moins autonome? On lui demande de proposer des projets, de dire à l'avance à quoi cela va servir. Alors, il est clair que nous jouissons encore d'une grande liberté intellectuelle, donc ça c'est très précieux, donc je crois que nous sommes très privilégiés de ce point de vue-là, nous en usons, nous en abusons, et c'est souhaitable, c'est comme ça que doit fonctionner l'avancée de la pensée. Pour autant, au niveau concret et pratique, les choses évoluent effectivement de façon extrêmement dommageable, puisque nous devenons de plus en plus des gestionnaires de la recherche, et comme vous l'évoquiez, le temps dévolu à la création d'idées et à l'exploration du réel s'épuise comme une peau de chagrin au profit du temps consacré à la rédaction de projets, à la demande de financement, voire à l'évaluation par nos pairs, qui eux-mêmes perdent beaucoup de temps à évaluer plutôt qu'à travailler. Mais ça, là encore, c'est une question qui est très profonde. C'est la perte de confiance. C'est parce que on présuppose que quiconque n'est pas surveillé ne travaillera pas, finalement. C'est faux pour les chercheurs, j'en suis convaincu, mais c'est tout aussi faux dans un bureau de poste. C'est un préjugé. Quand on regarde concrètement comment ça se passe dans un bureau de poste, il y a toujours quelques tirs au flanc, hein, comme dans un laboratoire de recherche, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais l'immense majorité des gens souhaitent que ça se passe bien, même et surtout, dirais-je, s'ils n'ont pas le petit chef sur les épaules qui est là avec le bâton et la carotte. Donc je crois que oui, j'aimerais que nous réinventions un rapport apaisé à la pensée, peut-être plus exploratoire, peut-être plus subversif, peut-être plus libre encore et plus déconstructeur.
évidemment moins évalué. Et de toute façon, ce n'est pas évaluable. On sait bien que les grandes révolutions émergent souvent d'un matériau qui n'était pas identifié comme tel. Et de très nombreux prix Nobel récemment ont signé une lettre expliquant qu'avec les conditions actuelles de la recherche, ils n'auraient jamais pu faire les découvertes qui ont permis l'acquisition de ces prix Nobel. C'est une évidence. Est-ce qu'Einstein aujourd'hui serait pas complètement perdu dans un laboratoire de recherche? Est-ce qu'on lui trouverait une place? J'en suis convaincu. Mais d'ailleurs, Einstein, à la fin de sa vie, était déjà un peu marginalisé à l'Institute for Advanced Studies de Princeton. Donc, alors, il ne s'agit pas forcément non plus de rester la figure tutélaire d'Einstein. C'est-à-dire qu'on peut probablement faire des découvertes géniales d'une façon différente d'Einstein. Il ne faut pas non plus ossifier la pensée et se dire, voilà le génie absolu, et on doit continuer à faire comme lui. Et heureusement qu'on fait plus de la physique comme au temps de Newton. Moi, j'aimerais pas être responsable de la monnaie en parallèle. Donc, les choses changent. Mais si, tant justement, mieux. ça vous donnera un pouvoir politique. Ah, vous me tentez, Étienne Klein. Parlons-en. Il y a quand même l'arrivée du big data, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'expérience de pensée, les expériences de pensée que pratiquaient Galilée ou Einstein ne sont peut-être plus aussi nécessaires. Il y a peut-être l'illusion que le réel va se donner à nous beaucoup plus par les données numériques qu'il nous livre aujourd'hui que par des expériences de pensée qui permettent de trouver les lois physiques. C'est ça. Je crois que, pour le dire simplement, en physique comme ailleurs, il faudrait qu'on se redonne un peu de droit à l'errance. C'est une phrase de Hébrard, Isabelle Hébrard, qui est une penseuse que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un qui connaissait le désert. Il y a un peu comme Théodore Monod, quoi. C'est des gens qui ont marché dans le désert et ça a changé leur rapport au réel. Et ça, en physique, on l'a complètement perdu. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, en tant que théoricien, si je publie pas pendant 6 mois, j'ai des sueurs froides. J'ai l'impression de voler mon salaire. J'ai l'impression que je ne travaille plus. Alors qu'en réalité, c'est peut-être le moment de ma vie où je ferai les choses les plus intéressantes. Donc, se redonner comme ça le temps d'explorer, même s'il n'y a pas directement le résultat expérimental ou la simulation numérique ou l'article publié dans une revue prestigieuse, c'est extraordinairement important et très difficilement valorisable aujourd'hui. Merci Aurélien Barraud, ça sera le mot de la fin. On a parlé Merci. des trous noirs, mais de beaucoup d'autres choses, et ça je l'avais prévu. Je vous remercie d'être venu une deuxième fois à la conversation scientifique. J'ai une petite anagramme trouvée par Jacques Péry-Salkov pour vous. Le véganisme a pour anagramme évangélisme. Ouais, j'ai pas sûr de beaucoup aimer, mais c'est quand Moi même je vous laisse génial. réfléchir dessus. Merci à vous, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein.